Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous le savez, nous sommes de très grands fans des parcs d'attractions Universal et plus spécifiquement des zones consacrées au Wizarding World of Harry Potter que l'on peut trouver notamment à Orlando, à Los Angeles, à Osaka ou encore à Pékin et bientôt dans d'autres destinations. Débutée au tout début des années 2010, l'expansion des zones Wizarding World of Harry Potter n'a eu de cesse que, d'impressionner les professionnels du secteur par l'apport constant de ces derniers à une hausse absolument incroyable de la fréquentation des parcs, mais aussi évidemment de ravir un public qui en redemande toujours plus, puisqu'il faut savoir effectivement qu'il y a un très grand succès des zones Harry Potter dans l'ensemble des parcs d'attractions Universal à travers la planète, et que ce succès depuis les années 2010, et parfois même sans d'ailleurs qu'il y ait de très grandes nouveautés en dehors d'Orlando, fonctionne en fait franchement bien et que ça cartonne. Alors nous savons pertinemment que l'arrivée des zones consacrées, comme on vous le disait, au monde magique, notamment par exemple en Floride ou en Californie, ont fait carrément augmenter la fréquentation des parcs, parfois même de plus d'un tiers, et que ce mouvement continue à perdurer année après année, d'autant plus avec, l'augmentation et l'arrivée de nouvelles attractions et de nouvelles expériences, ainsi que de produits dérivés en tout genre qui sont parfois exclusifs au parc. Et cette augmentation de la fréquentation, si vous voulez, qui ne se dément pas, alors que maintenant on est quasiment 14 ans après l'ouverture du premier land Wizarding World of Harry Potter en Floride, c'est évidemment une donnée qu'il faut prendre en considération et qui est venue changer énormément de choses dans la logique des parcs d'attractions, et notamment aux États-Unis, en Floride, où là évidemment Orlando est une ville consacrée quasi exclusivement aux industries de loisirs, et où vous savez que Disney a été obligé, en tant que concurrent d'Universal, de s'arracher un petit peu pour réussir à rattraper le retard qu'ils avaient pris face à Universal, avec effectivement la sortie de ces lands Harry Potter, et c'est ce qui a donné chez Disney l'arrivée, parfois avec plus ou moins de succès, des lands Avatar, des lands de Star Wars, et dans les années à venir de différentes nouvelles expériences. Mais comme vous le savez, c'est véritablement les lands Wizarding World of Harry Potter qui portent aujourd'hui, avec la franchise Jurassic World, les parcs d'attractions Universal un peu à travers la planète. Alors, les cadres d'Universal, évidemment, ils ont très bien compris que le petit sorcier à lunettes était en fait une véritable poule aux œufs d'or, même si on sait que l'accord tripartite sur lequel repose l'exploitation de la licence Harry Potter n'est pas un contrat qui est d'ailleurs particulièrement juteux, contrairement à ce que nous pourrions imaginer, entre guillemets, pour Universal. La rentabilité est cependant, on va le dire, largement suffisante, et elle est même tellement suffisante qu'elle permet à Universal de s'inscrire, on va dire, dans la logique de développer au sein du 4e parc de son resort floridien une immense zone dédiée à la saga des animaux fantastiques, où pas moins d'une quinzaine d'expériences seront proposées aux spectateurs sur pas moins de 5 rues reproduisant les décors de la place cachée parisienne que nous découvrons dans les crimes de Grindelwald. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, vous pouvez retrouver notre vidéo, justement, on vous parle de toutes ces expériences et des noms qui ont pu fuiter, notamment au niveau de l'attraction principale de ce land, qui a déjà prévu en plus une expansion, ce qui est quand même assez incroyable. Le parc n'est même pas encore ouvert, il n'ouvrira qu'au cours de l'été 2025, mais pour le coup, ils ont déjà prévu l'expansion, et certaines dates commencent déjà à circuler, à savoir 2027 ou 2028, donc ça pour l'instant c'est encore un petit peu tôt, mais en tout cas la zone d'expansion est déjà prévue. Autant vous dire que la franchise se porte vraiment très bien chez Universal. Alors, vous le savez, nous vous parlons très régulièrement des parcs américains et des nombreuses expériences effectivement que l'on peut y trouver. Alors, souvent ces vidéos sur notre chaîne, elles passent globalement un peu inaperçues, car forcément pour beaucoup d'entre vous, ces parcs vous semblent très lointains et peuvent même sembler être totalement inaccessibles, car il est vrai que cela représente quand même un coût non négligeable pour se déplacer jusque là-bas. Bon, maintenant, c'est vrai qu'il faut se dire les choses. Quand on détient 2 passes annuelles, par exemple, pour aller à Disneyland Paris, concrètement, c'est maintenant le prix d'un billet d'avion pour aller à Orlando. C'est pour ça d'ailleurs que nous n'avons pas renouvelé nos passes annuelles Disneyland Paris suite à l'augmentation des tarifs. Et croyez bien qu'on le regrette, mais on préfère partir en vacances plutôt que d'aller à Disney. Donc récemment, vous en avez un petit peu parlé, des rumeurs étaient apparues concernant un retour donc d'Universal sur le sol européen. Nous vous en avions déjà parlé sur notre chaîne dans plusieurs vidéos, en évoquant notamment la question du parc d'attractions espagnol PortAventura. PortAventura, on sait, a une histoire très compliquée avec Universal, car si le resort américain
était à la base en fait de ce projet, la crise des années 2000 et toutes les différentes problématiques qu'on a pu connaître au début des années 2000 avec la baisse du tourisme suite aux attentats du 11 septembre, etc., a forcé un peu Universal à se retirer petit à petit en vendant, on va dire, morceau par morceau, le capital qu'il détenait jusqu'alors et jusqu'à devenir ultra minoritaire dans le capital de PortAventura. Cependant, si financièrement le lien était, on va dire, de plus en plus coupé d'un point de vue financier, on sait que d'un point de vue culturel, les choses étaient toujours encore un petit peu compliquées. Universal a une image et une empreinte particulièrement marquée dans la mesure où PortAventura est demeuré pendant de très très nombreuses années intimement lié aux géants américains. Peu avant le Covid, on ne sait pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais en tout cas c'était le cas avant la pandémie de Covid-19, on trouvait encore des produits, on va dire, dérivés d'Universal dans les boutiques du parc. Alors, autant dire que la coupure est difficile alors que la rupture était déjà, on va dire, largement consommée depuis maintenant plusieurs années. Donc ça, c'était déjà un point d'étonnement. On ne sait pas si c'est encore le cas, si vous y êtes allé et que vous pouvez nous fournir la question depuis, ça nous intéresse. Mais voilà, il y avait encore des mugs, il y avait encore des tasses, des porte-clés, etc. et les fichiers d'Universal, ce qui était quand même en soi toujours une petite source d'étonnement. Alors, on sait que depuis quelque temps, PortAventura est en vente et que de nombreuses rumeurs faisaient état d'un possible et probable rapprochement effectivement avec le géant américain dont on avait particulièrement bien compris qu'il ambitionnait donc de remettre son nez en Europe. Seulement, Universal a pris tout le monde un peu de court, car s'il y a bien une volonté assez évidente de revenir sur le territoire européen, on a tous découvert avec une certaine stupéfaction, et ne le cachons pas, une certaine frénésie, que le géant américain visait en réalité un tout autre pays, c'est-à-dire la Grande-Bretagne. Alors, pour le coup, il faut reconnaître quand même que c'était l'hypothèse la plus improbable sur le papier. Il est vrai que l'on nous explique depuis le Brexit que la Grande-Bretagne est dans une position compliquée, dans une situation économique catastrophique, que plus une seule entreprise ne veut s'installer en Grande-Bretagne, etc., 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 que les prix sont 5 fois plus chers qu'en France. Enfin bon, on nous explique tout et son contraire. Bon, en réalité, on va se dire quand même les choses. Pour voyager de manière très régulière en Grande-Bretagne, que ce soit en Angleterre ou en Écosse, on a envie de dire quand même que ce pays se porte au moins aussi bien, si ce n'est mieux que notre propre pays. L'implantation d'un parc d'attractions, surtout en ne partant de rien, est quand même le signe que ça ne va pas si mal tant l'investissement peut, on va dire, représenter plusieurs milliards de dollars et il ne faut donc pas se louper, d'autant plus qu'on rappelle que les Anglais ont eu la chance de conserver leur monnaie, le livre sterling, qui est très fort, qui est plus fort que l'euro et que le dollar, et que donc nécessairement Universal va devoir opérer avec une monnaie qui, pour eux, est un désavantage. Donc, finalement, c'est que quand même, ça va pas si mal que ça. Alors, on sait que Universal s'est porté acquéreur de terrains constructibles dans la banlieue de Londres. Il s'agit à peu près de 200 hectares de terrain. Alors, à titre d'exemple, le seul parc Disneyland Paris, sans, on va dire, compter les espaces d'exploitation et, on va dire, toutes les routes autour, périphériques, etc., on sait que le resort mesure à peu près 60 hectares. Donc, tout laisse à penser qu'Universal pourrait être tenté d'ouvrir un nouveau parc d'attractions, et d'ailleurs, il ne s'en cache pas véritablement. Alors, à ce stade, et c'est pour ça qu'on a pris un petit peu de temps pour vous en parler, il est encore très très prématuré d'annoncer une quelconque date d'ouverture ou encore même la présence de telle ou telle attraction ou même d'un land dédié à telle ou telle licence. À ce stade, on ne peut que penser effectivement qu'Universal établit déjà des premières études de faisabilité technique, notamment sur la composition des sols, les voies d'accès, la pollution des sites, les risques industriels et environnementaux, bref, tout ce qui permet en fait plus ou moins de mettre, on va dire, globalement en place un parc d'attractions et des bâtiments techniques sur une zone donnée. Alors, maintenant, s'ouvre donc une deuxième étape qui, dans un sens, n'est qu'une étape de forme. On va dire, là, on est dans les formalités. Les Britanniques disposent globalement d'une procédure assez similaire à celle que nous connaissons en France, à savoir que pour tout projet de construction d'ampleur, il est nécessaire d'ouvrir des consultations publiques permettant de mesurer l'approbation et la défiance des citoyens concernés par la zone de construction. Cette période permet généralement de mesurer à peu près l'état du terrain, mais sous un angle, on va dire, plus politique et plus raccordé aux citoyens.
D'ailleurs, cette seconde phase est aussi l'occasion de vérifier avec les autorités locales la faisabilité du projet. Il est évident qu'Universal demandera aux exécutifs locaux et nationaux de procéder, par exemple, à certains aménagements, notamment pour ce qui relève des infrastructures de transport en commun, pour ce qui relève des transports routiers, car il est évident qu'il sera nécessaire d'être en capacité d'acheminer convenablement plusieurs millions de visiteurs par an. Cette étape, pour le coup, n'est absolument pas anecdotique. Elle est même tout à fait majeure dans la mesure où Universal va évidemment tester la possibilité et, on va dire, la motivation des autorités vis-à-vis de l'implantation de ce qui peut devenir ou non, on va dire, une belle opportunité économique. Parce qu'évidemment, qui dit implantation, dit l'arrivée de nouvelles taxes, et qui dit, évidemment, faire rentrer de l'argent dans les caisses des collectivités britanniques sur le terrain et de l'État britannique en général, ce qui, évidemment, dans un contexte de crise, n'est pas quelque chose, on va dire, d'assez... c'est quelque chose d'assez rare, donc il faut savoir en profiter. Donc, prévu pour une durée minimale de 4 mois, qui est renouvelable, il faut le savoir, à 2 reprises dans la loi britannique, cette seconde phase devrait donc s'étendre sur une grande partie de l'année 2024, et c'est à l'issue de cette période que de premiers éléments créatifs devraient commencer à être mis en avant. Alors, évidemment, la question que vous vous posez tous, et à juste titre, c'est de savoir si une zone Harry Potter serait prévue ou non dans ce potentiel nouveau parc d'attractions. Et figurez-vous que la réponse, elle n'est pas si simple que cela, mais nous allons tenter de vous fournir quelques éléments pour permettre de bien comprendre et donc de cerner le sujet. Car, en effet, la présence d'Universal n'emporte pas nécessairement l'arrivée d'une zone Wizarding World. Alors, on veut évidemment vous mettre en garde, entre guillemets, contre tous les, titres un peu putaclic que vous avez vus. Harry Potter arrive à 3 heures de Paris. Harry Potter arrive à 4 heures de Paris. Là, pour l'instant, on n'en est pas encore là. Comme vous le savez, la Warner Bros. Dispose des droits d'exploitation et d'adaptation de Harry Potter depuis la fin des années 90. Quand l'hypothèse de décliner Harry Potter dans des parcs d'attractions avec l'emballement de la saga qui y allait derrière, on savait très bien évidemment que Disney et Universal avaient absolument tout fait pour convaincre la Warner et J.K. Rowling de mettre en place un partenariat. De très nombreuses rumeurs, d'ailleurs, ont laissé penser à l'époque que Disney tenait la corde, mais les conditions qui ont été émises par J.K. Rowling rendaient de fait absolument impossible le fait de déboucher sur un accord. C'est donc Universal qui a remporté le gros lot. À partir de ce moment-là, un partenariat s'est mis en place autour d'un cahier des charges qui était extrêmement précis. Et outre les questions financières, il y avait également de très nombreuses clauses sur la dimension artistique, sur la dimension créative, jusqu'à la dimension en fait presque gastronomique, puisque sur la restauration, on sait qu'il y a eu tout un tas de choses qui ont été mises en place et à la demande de J.K. Rowling, et notamment l'interdiction stricte et absolue de servir tout soda, comme par exemple le Coca-Cola ou les Sprite, sur la zone du Wizarding World, ce qui dans un parc d'attractions est tout de même quand même un point d'étonnement, voire même une hérésie, et encore plus aux États-Unis. Les contrats sont donc revus de manière assez régulière et font globalement tous les 3 ans l'objet de nouvelles négociations au fur et à mesure des extensions prévues et de l'ajout ou non de nouvelles expériences. Pour être assez honnête, Universal n'a quasiment ou presque aucune marge de manœuvre sur pas grand-chose en dehors du merchandising, et encore. On va dire que l'autorisation de J.K. Rowling et celle de la Warner Bros. Est nécessaire quasiment pour toutes les décisions prises par Universal, en tout cas à partir du moment où elles revêtent une certaine ampleur. Aujourd'hui, et c'est là où le sujet devient un peu compliqué, c'est que ces fameux contrats ne prévoient, on va dire, une exploitation que sur le territoire américain, la Chine et le Japon. L'Europe n'a jamais été inclue dans les contrats pour 2 raisons. L'une étant qu'Universal n'exploitait plus en Europe et ne prévoyait absolument pas de reprendre ses activités au niveau européen quand ont été signés ces accords en 2010. Mais la seconde raison, c'était surtout que la Warner Bros. A pendant très longtemps tergiversé sur la possibilité d'exploiter par eux-mêmes leur propre franchise sur le sol européen. On ne le sait que trop rarement, mais la Warner Bros. Exploite d'ailleurs ses propres parcs, comme c'est le cas à Madrid, comme c'est le cas à Abu Dhabi par exemple, mais n'a pas pour le moment osé s'engager sur un Wizarding World of Harry Potter en dehors de ce qui est en train d'être développé dans le plus grand secret d'ailleurs, puisqu'on arrive à avoir absolument aucune information, à Abu Dhabi.
En réalité, au niveau européen, la Warner a surtout fait le choix d'investir et de développer Live Us Den et donc le making-of of Harry Potter en ayant, on va dire, régulièrement ajouté des extensions comme on a pu le voir effectivement avec les coffres de Gringotts, avec la serre de botanique, etc., etc. On sait que de nouvelles extensions sont prévues dans les années qui viennent avec l'ajout de nouvelles expériences comme la mise à disposition de nouveaux décors mais aussi de nouvelles expériences, soit dit en passant, un peu plus interactives sur le modèle de ce qu'il se passe vraisemblablement au studio au Japon que nous n'avons pas encore pu visiter. Seulement, il faut quand même bien prendre en considération que la Warner n'a absolument pas les capacités de développement d'un parc d'attractions comme Universal dans la mesure où Live Us Den, c'est avant tout les plateaux de tournage qui sont encore en activité. Même si le making-of of Harry Potter prend de l'ampleur chaque année ou globalement tous les 2 ou 3 ans, on sait que de très nombreux studios louent encore chaque année des plateformes de tournage en plus des films produits par la Warner Bros. À qui appartient l'ensemble du site. Rien qu'en 2023, on sait que les studios de Live Us Den ont accueilli les équipes de The Flash, d'Aquaman 2, de Barbie, de Mission Impossible, de Fast and Furious, du film Wonka, de la suite Dans nos troubles avec Jason Statham notamment, et également d'un certain nombre de séries Netflix. L'expansion prend donc du temps, mais surtout, ils n'ont pas la possibilité technique de porter sur leurs épaules l'entièreté d'un parc d'attractions, tant, on va dire, en termes financiers que pour, on va dire, maintenir aussi les activités de tournage. Il était donc nécessaire au final, pourquoi pas, de laisser faire Universal, ce qui pourrait permettre enfin d'explorer et d'exploiter le développement de Harry Potter en parc d'attractions sur le territoire européen, car il faut bien quand même reconnaître une certaine forme, on va dire, d'incohérence à ce que l'univers de Harry Potter soit exploité en Chine, au Japon, aux États-Unis, et même pas dans la patrie de Harry Potter. Là-dessus, c'est un point de questionnement. Alors, évidemment, il faudra que la Warner et Universal négocient un nouvel accord si l'hypothèse parc d'attractions continue de tenir la corde. Alors, après, la question qui se pose, c'est de savoir à quoi pourrait ressembler une zone Harry Potter. Faut-il décliner seulement la zone Poudlard-Préolard, comme c'est le cas en Chine, au Japon ou en Californie, ou faut-il plutôt miser, on va dire, sur le développement d'une zone alliant à la fois le chemin de traverse, exclusivité floridienne comme vous le savez, et la zone Préolard-Poudlard? Peut-on imaginer effectivement aussi, pourquoi pas, quelques exclusivités typiquement britanniques? On peut faire l'hypothèse, tout est sur la table. Ce qu'il ne faudrait pas cependant, c'est que l'arrivée d'Universal vienne mettre un coup d'arrêt définitif et provisoire au projet d'extension des studios. Pourquoi ? Parce que c'est deux expériences qui sont totalement différentes et qui diffèrent vraiment très largement de ce qu'on a l'habitude de voir dans les parcs d'attractions quand on se rend dans les studios. Vous le savez, pour nous, il y a vraiment une différence à vivre ces deux expériences où on nous dit « Ah bah oui, mais c'est la même chose ». Non, c'est absolument pas la même chose. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre, c'est juste deux choses qui n'ont absolument, effectivement, rien à voir. Quoi qu'il en soit, il est très très peu probable que nous voyions arriver Universal avant au moins 2029 ou 2030, et soyons même assez honnêtes, on peut aller un petit peu plus loin, voire jusqu'en 2031 ou 2032. Les travaux pour faire sortir de terre ce type de parc en Europe mettent nécessairement beaucoup de temps, surtout qu'en Europe, on a un droit du travail qui n'est pas nécessairement, on va dire, aussi souple qu'il peut l'être ailleurs dans le monde. Voilà, et c'est la même chose d'ailleurs sur le droit de l'urbanisme et sur le droit du patrimoine, puisque vous savez qu'il suffit qu'on trouve un tout petit fossile, un tout petit ossement, et là, les travaux peuvent être arrêtés pendant 7 à 8 mois. Donc voilà, on est quand même dans une dynamique qui est très différente du territoire américain. Alors, évidemment, demeure quand même une question centrale. Le parc va-t-il se faire ou non ? Pour notre part, nous n'avons absolument, autant le dire tout de suite, aucun doute sur le fait que le parc sera une réalité dans peu de temps. Cependant, et comme on a quand même un peu travaillé le sujet, il s'avère en fait qu'Universal envisage également de profiter de cette immense zone constructible pour, on va dire, investir aussi dans une autre activité qui semble être de plus en plus nécessaire à mettre en œuvre et dont finalement personne n'a véritablement parlé. Universal, ce ne sont pas que des parcs d'attractions, c'est surtout aujourd'hui l'un des plus gros studios de production et qui en plus a le vent en poupe contrairement à beaucoup d'autres. Universal a aujourd'hui d'immenses studios aux États-Unis, mais il faut bien avouer qu'il loue généralement à prix d'or des studios dès qu'un tournage doit se dérouler par exemple sur le sol européen.
Or, l'Angleterre, et plus largement le Royaume-Uni, est évidemment une terre très attractive pour faire venir des acteurs. Or, évidemment, là, il y a un problème quand même qui se pose. C'est que Leavesden, on sait, est embolisé par la Warner et généralement par Netflix. Les légendaires studios de Pinewood sont désormais la propriété exclusive de la Walt Disney Company et donc il ne reste plus en fait que des studios mineurs et relativement vieillissants à exploiter. Compte tenu des ambitions cinématographiques fortes d'Universal, il est tout à fait probable que ces derniers fassent le choix également de se tourner vers le développement, pourquoi pas, de 7 branches de leur activité, en faisant d'une pierre deux coups. Ce qui demeure certain, c'est que nous allons évidemment avoir sacrément à l'œil tous les prochains développements de ces projets, tout comme nous garderons évidemment un œil sur ce qu'il se passe du côté de PortAventura que nous continuerons à surveiller. Parce que, effectivement, le dossier PortAventura est un dossier qui est très compliqué, qui traîne depuis des années et qui pourrait présenter quand même encore quelques intérêts. Car si le parc, on va dire, nécessite encore de très nombreux investissements pour le rendre plus rentable et plus bankable, il semblerait quand même pertinent de se pencher un petit peu sur le sujet, c'est à moindre coût. Après, 2 parcs, évidemment, ça risquerait de faire beaucoup sur un même territoire, même si on peut imaginer 2 finalités et 2 ambiances totalement différentes. PortAventura est un resort très familial qui s'est transformé en une véritable destination de vacances. Le parc britannique, à ce stade, n'est pas encore tout à fait là. On peut donc imaginer une certaine forme, pourquoi pas, de complémentarité entre 2 destinations. Maintenant, il faudra voir évidemment quelle solution pourra être privilégiée par Universal. Et puis également regarder cette question des studios de tournage qui peut paraître très très anecdotique, mais qui ne l'est pas tant que ça, d'autant plus que certains le savent peut-être, mais les parcs d'attractions Universal, par exemple en Floride et également en Californie, servent également de lieu de tournage, puisqu'il y a tout un tas de parties, par exemple, que l'on peut visiter, comme la fameuse Wisteria Line de Desperate Housewives, qui est au parc Universal Hollywood à Los Angeles. Donc, il y a toute une partie de logique, entre guillemets, qui pourrait effectivement permettre à Universal d'avoir ses propres studios de tournage en Grande-Bretagne, ce qui serait pas forcément un mauvais calcul, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui beaucoup de productions se déroulent en Grande-Bretagne, beaucoup d'acteurs aimés par les Américains sont des acteurs anglais, donc aujourd'hui voilà, il faut louer des studios généralement à prix d'or et c'est très compliqué d'avoir des créneaux, donc du coup ça peut être l'opportunité de faire une pierre deux coups. Donc on va évidemment continuer à suivre tous ces sujets-là avec beaucoup d'intérêt. Donc ce qui importe en tout cas pour nous, c'est que nous avons en tout cas le plaisir de découvrir qu'il se passe encore des choses et des choses et des choses sur une franchise que tous les anti-rolling voulaient nous annoncer comme étant totalement morte, et que là pour le coup Universal, avec toutes les qualités qui sont les siennes en matière de parc d'attractions, a de quoi nous faire rêver dans les prochaines années. Alors évidemment on ne manquera pas de vous tenir au courant de tout ce qu'il va pouvoir se passer autour de ce sujet, et on s'en reparlera évidemment dès qu'on aura des nouvelles. Vous n'hésitez pas dans les commentaires à vous dire un petit peu ce que vous en pensez. Est-ce que c'est quelque chose qui vous tente? Est-ce que c'est quelque chose que vous pensez peut-être impossible? Enfin bref, dites-nous un peu dans les commentaires tout ce que vous pensez là-dessus. Est-ce que vous pensez que c'est bien par rapport au studio? Est-ce que vous pensez que au contraire ça sert à rien? Enfin bref, voilà, vous pouvez nous dire tout ça dans les commentaires. Vous savez, nous on adore vous parler des parcs d'attractions, et puis là pour le coup c'est vrai que ce serait un moyen de rendre le rêve du Wizarding World of Harry Potter accessible aux Européens plus facilement évidemment que de se déplacer jusqu'en Floride. Donc c'est tout pour cette vidéo et on se retrouve très bientôt pour plein de nouvelles aventures.